Ma tante riche m'a tout laissé. Une villa face à l'océan et 2,5 millions d'euros. Mes parents qui m'ont abandonné à 16 ans sont apparus subitement lors de la lecture du testament. Nous sommes vos tuteurs. Ont-ils souri? Mais quand mon avocat est entré, leurs visages sont devenus pâles. Quand la première lettre est arrivée, j'ai cru à une autre carte de condoléances. L'enveloppe était en papier crème épais, gaufrée de l'emblème d'un cabinet d'avocats du centre-ville. À l'intérieur, les mots se brouillaient, mais j'ai capté assez pour savoir que mon monde était sur le point de basculer à nouveau. La lecture du testament de tante Viviane était prévue pour mardi à 10 h du matin. Dans les jours qui ont précédé, j'ai arpenté les couloirs de sa villa face à la mer pendant des heures. La maison sentait légèrement le sel marin et le bois ciré, le parfum de sa vie persistait encore. Je ne pouvais séparer le deuil du poids de la responsabilité qui m'oppressait. Elle avait été méticuleuse sur tout, les règles, les affaires, la réputation. Je savais que ce qu'elle laissait derrière elle ne serait pas mince. Le matin de la lecture du testament, je me suis vêtu d'un tailleur bleu marine qu'elle aurait approuvé. La précision presque militaire des bureaux du centre-ville me troublait toujours, mais je me tenais droite comme elle me l'avait appris, menton levé, démarche assurée. Maître Harold Dubois, son avocat depuis 3 décennies, m'a salué d'une poignée de mains fermes et d'yeux qui se sont adoucis sur les bords. Il m'a de nouveau présenté ses condoléances avant de m'inviter à prendre place dans son bureau lambrissé de bois. J'ai croisé les mains sur mes genoux, les stabilisant contre l'accoudoir poli. J'étais préparé à entendre parler de la succession, de la villa en bord de mer, des actions de l'entreprise, peut-être d'un compte fiduciaire que j'ignorais. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était le claquement discordant de la porte derrière moi. Je me suis retourné et le temps s'est fissuré. 2 silhouettes se tenaient dans l'embrasure. Mon père, plus corpulent que dans mes souvenirs, le gris engloutissant ce qui était autrefois des cheveux noirs. Ma mère, plus mince. Ses yeux étaient ombragés, mais son sourire était forcé en quelque chose de doux. 16 ans de silence se sont effondrés en cet instant. « C'est l'aîné », a dit ma mère, la voix douce comme si elle venait de me border la nuit dernière. « Regarde comme tu as grandi. » L'air s'est raréfié jusqu'à ce que chaque souffle me lacère les poumons. La main de mon père s'est levée en un demi-salut. « Nous sommes tes tuteurs », a-t-il dit comme si ces mots étaient une vérité simple. La tête de maître Dubois s'est levée de son dossier, son expression illisible. Mes parents ont pris place en face de moi, leur sourire tendu, répété. Le testament n'avait pas encore été lu, mais la pièce était déjà chargée de quelque chose de bien plus dangereux que des documents légaux. Ma mère s'est penchée sur la table avant que je n'aie le temps de réagir. Ses bras se sont refermés autour de moi, minces mais insistants, et je suis resté figé. Le parfum de son eau de toilette m'a frappé, âcre, floral, étrangement familier, et j'ai senti les années défiler à reculons dans une vague que je ne désirais pas. Quand elle s'est écartée, ses mains se sont attardées sur mes épaules. Ses yeux ont scruté mon visage comme si elle avait le droit de m'examiner. « Tu ressembles tellement à Viviane maintenant », a-t-elle murmuré, son sourire vacillant. Mon père s'est assis à côté d'elle, sa main reposant sur la table avec une aisance délibérée. « Nous essayons de te retrouver », a-t-il dit, sa voix basse, portant un poids dont je n'étais pas sûr s'il s'agissait de regret ou de performance. 16 ans, c'est long, mais nous sommes là maintenant. J'ai voulu rire, mais le son est resté coincé dans ma gorge. Ma poitrine brûlait de colère. Pourtant, en dessous, il y avait une attraction dangereuse, une ancienne fin des parents que j'avais autrefois supplié de rentrer. « Nous sommes tes tuteurs », a répété ma mère, plus doucement cette fois, comme si les mots eux-mêmes pouvaient effacer les années. « Nous voulons seulement aider. » De l'autre côté du bureau, maître Dubois s'est raclé la gorge. Il a fermé le dossier devant lui avec une précision minutieuse. « Peut-être, » a-t-il dit d'une voix égale, « devrions-nous mettre ces questions de tutelle de côté pour plus tard. Il y a des documents légaux qui doivent être examinés avant que l'on dise quoi que ce soit de plus. » L'acier soudain dans son ton m'a plus calmé que je ne l'aurais cru. Mes parents se sont regardés. Un éclair de malaise est passé entre eux avant que mon père ne donne un hochement de tête raide. Dubois s'est levé. « Pour l'instant, prenons une brève pause. Nous reprendrons une fois que j'aurai les dossiers nécessaires en main. » La réunion s'est dissoute dans des murmures et des mouvements, mais je suis resté assise, mes mains agrippant les accoudoirs de la chaise. Le retour de mes parents n'était plus un fantasme.
C'était une réalité épaisse de questions dont je n'étais pas sûr de vouloir les réponses. Et pourtant, contre toute raison, une partie de moi aspirait encore à savoir pourquoi ils étaient partis. J'avais 12 ans le matin où mon monde s'est écroulé. L'air d'octobre s'était glissé froid à travers les murs fins de l'appartement, et je me suis réveillée frissonnante, attendant le coup de ma mère à la porte. L'appel qui me tirait toujours du sommeil. Il n'est jamais venu. L'appartement était trop silencieux, lourd, avec un vide que je ne pouvais nommer au début. J'ai marché dans le couloir, encore en chaussettes, et j'ai vu leur porte de chambre grande ouverte. Ma mère ne la laissait jamais ouverte lors de ses mauvais jours. Elle préférait l'obscurité. Le placard béait, à moitié vide. Des cintres se balançaient légèrement comme s'ils venaient d'être dérangés. Des tiroirs ouverts. Seules des chaussettes égarées et des reçus pliés restaient. Sur le comptoir de la cuisine gisait une seule feuille. Son écriture petite et précipitée. C'est l'aîné, nous ne pouvons plus continuer. Viviane s'occupera de toi. Nous sommes désolés. 16 mots pour mettre fin à une enfance. Je les ai lus encore et encore, espérant m'être trompé. J'ai composé le numéro de portable de ma mère jusqu'à ce que la batterie s'épuise. La ligne de mon père était déjà coupée. J'ai attendu à la fenêtre toute cette journée, convaincu qu'il réapparaîtrait, embarrassé, prêt à s'expliquer. La nuit est tombée et je me suis recroquevillé sur le canapé avec des céréales sèches, tendant l'oreille pour entendre des pas qui ne sont jamais venus. Le deuxième jour, le propriétaire a frappé à la porte, réclamant le loyer. J'ai bredouillé des mensonges sur le fait que mes parents étaient absents, mais ses yeux se sont plissés, un soupçon clignotant. Il a marmonné quelque chose à propos d'appeler les services sociaux. Mon cœur battait la chamade tandis que je refermais la porte après lui. Le troisième jour, le silence était trop lourd à supporter. J'ai appelé ma conseillère scolaire, ma voix se brisant alors que j'essayais d'expliquer. En quelques heures, une femme des services de protection de l'enfance est arrivée. Madame Dawson, avec sa voix stable et ses yeux gentils, m'a dit doucement que mes parents étaient partis pour de bon. Cette nuit-là, j'ai emballé ce que je pouvais dans une seule valise, attendant qu'une tante que je connaissais à peine vienne me chercher. Et quand Viviane est arrivée, son visage impénétrable, j'ai compris que ma vieille vie était terminée. Le trajet jusqu'à la maison de tante Viviane a semblé interminable. La route se déroulait comme un film éloignant de tout ce que je connaissais. Quand nous sommes arrivés, la maison dominait le ciel. Une grande propriété balnéaire avec des fenêtres qui semblaient me surveiller tandis que je sortais de la voiture. Viviane ne m'a ni serré dans ses bras ni offert de mots de réconfort. Elle a seulement dit, emporter ce que tu peux porter était un choix judicieux. Le reste pourra être organisé plus tard. À l'intérieur, l'ordre était saisissant. Pas un coussin déplacé, pas un livre de travers. Je la suivais, craignant que même mes pas ne marquent les parquets cirés. Cette première nuit, elle m'a donné une liste, lever à 7 heures, petit déjeuner ponctuel, lit fait avant de quitter les chambres, 1 heure de piano par jour, devoir terminer à un bureau. Sa voix était sèche mais calme, et il ne faisait aucun doute que ces règles n'étaient pas des suggestions. J'ai essayé de tester sa résolution. Je restais au lit après le petit déjeuner, sautais les cours de musique, et prétendais que mes devoirs étaient finis alors qu'ils ne l'étaient pas. Une partie de moi voulait qu'elle craque, qu'elle menace de me renvoyer, pour prouver que les adultes finissaient toujours par partir. Au lieu de cela, elle a réagi avec des conséquences si précises qu'elle faisait presque plus mal que la colère. En retard au petit déjeuner, la cuisine était fermée, et je devais attendre jusqu'au déjeuner, les devoirs non faits entraînaient l'annulation des sorties jusqu'à ce que chaque page soit complétée. Pourtant, elle n'a jamais élevé la voix, ne laissant jamais entendre que j'étais un fardeau dont elle ne voulait pas. Si quelque chose, sa constance me troublait plus que les punitions. Quand je la poussais, elle ne me repoussait pas. Elle tenait simplement la ligne, solide comme un mur. Il y avait des moments, rares et fugaces, où son masque sévère se fendait. La nuit où j'ai pleuré devant une vieille photo de mes parents. Elle s'est assise à côté de moi sans un mot, me tendant un mouchoir jusqu'à ce que les larmes soient sèches. Elle n'appelait pas ça de l'amour, et je n'osais pas le faire non plus. Mais quelque chose dans sa présence a commencé à me sembler inébranlable, voire sûr. Et ainsi, sous ses règles et son regard attentif, j'ai commencé à devenir quelqu'un de différent, même si je ne le savais pas encore. Au début, l'Académie de l'Ouest, Westfield Academy, ressemblait à une punition déguisée en opportunité.
Les couloirs étaient remplis de chaussures cirées et de voix entraînées à la confiance. Alors que je trébuchais dans des cours qui présupposaient des années de préparation, mes camarades portaient de nouveaux manuels, tandis que les miens étaient de seconde main. Ils parlaient de voyages à ski lors des étés européens alors que mes souvenirs étaient remplis de voitures en panne et de mon père disparaissant pour des parties de week-end. Je passais mes nuits à mon bureau, noyé dans des problèmes de géométrie et des traductions latines, déterminé à ne pas laisser apparaître les fissures. Pourtant, l'échec me talonnait. Les notes de mon premier semestre sont revenues avec plus d'encre rouge que je ne pouvais en supporter. Je voulais abandonner, crier à Viviane que je n'avais pas ma place dans son monde. Elle a écouté calmement mes accès de rage, son visage impénétrable. Quand j'ai eu fini, elle a simplement dit « Vos circonstances ne sont pas votre choix, mais ce que vous en faites, l'est ». Sa franchise semblait cruelle, mais elle m'a aussi ancré. J'ai engagé un tuteur parmi les élèves avec l'argent de poche qu'elle me donnait, créé des groupes d'études et commencé à remonter la pente. En année de première, junior, mon nom est apparu sur le tableau d'honneur. En année de terminale, senior, les professeurs ne me regardaient plus comme l'enfant qu'on aidait, dans l'ombre de Viviane Hugues. Pendant tout ce temps, elle a continué ses leçons incessantes sur les affaires. Le week-end, elle m'emmenait aux réunions, me chuchotant des notes, observe qui cède le premier. Regarde ceux dont les yeux bougent quand on parle de chiffres. Je pensais qu'elle me façonnait en quelque chose que je n'avais jamais demandé à être. Et le ressentiment mijotait sous mes progrès. Le pire de nos conflits est survenu pendant les candidatures universitaires. Je voulais une université d'État près de mes amis. Elle insistait pour une ambition plus élevée. Un soir, j'ai crié « Je n'ai jamais demandé à être ton projet ». Ses yeux se sont refroidis, mais sa voix est restée égale. Et moi, je n'ai jamais demandé à être ta tutrice. Pourtant, nous y voilà. J'essaie de te donner ce que tes parents n'ont jamais pu, des options. Pour la première fois, elle m'a parlé du génie de mon père en mathématiques, comment il aurait pu aller à l'université, mais ne l'a jamais fait. Son amertume, a-t-elle dit, l'a poussé vers les jeux d'argent et les raccourcis. Je ne te laisserai pas te gaspiller de la même manière. Cette révélation a percé ma colère. Cela n'a pas effacé sa sévérité, mais cela lui a donné une forme. Quand la lettre d'acceptation de la Sorbonne, Northwestern, est arrivée, j'ai compris qu'elle n'était pas en train de me modeler à son image. Elle était en train de forcer l'ouverture d'une porte à laquelle je n'avais pas osé frapper. Le diagnostic est tombé au début du printemps, alors que le jardin commençait tout juste à reprendre des couleurs. Cancer du pancréas. Les mots sonnaient cliniques, presque ordinaires, jusqu'à ce que la voix du médecin s'abaisse et que je comprenne la vérité. Il n'y aurait pas de guérison, seulement une gestion, et même cela serait bref. Viviane a écouté sans ciller. Elle a hoché la tête, posé des questions sur les horaires de traitement, et a remercié le médecin comme s'il lui avait donné un bulletin météo au lieu d'une sentence. J'étais assise, figée dans le coin de la pièce, ma poitrine si serrée que je ne pouvais respirer. À partir de ce jour, nos rôles ont changé. Je suis devenue celle qui faisait respecter les règles, médicaments à certaines heures, repas soigneusement planifiés, rendez-vous pris et honorés. Elle s'est soumise sans protester, ce qui m'a plus troublé que sa maladie. Pendant des années, elle avait exigé de la précision de ma part, et maintenant, elle semblait presque soulagée que ce soit moi qui la lui impose. La maison est devenue plus silencieuse à mesure que ses forces diminuaient. Les documents ont remplacé sa présence vive lors des réunions, puis même cela s'est estompé. Je l'ai regardée, forte et inflexible pendant si longtemps, se réduire à de fragiles contours sous les couvertures. Pourtant, au cours de ces mois, quelque chose d'autre a émergé. Les bords de sa voix se sont adoucis. Les silences entre nous sont devenus complices au lieu de sévères. Un soir, alors que je l'aidais à se mettre au lit, sa main a saisi la mienne avec une force inattendue. Ses yeux, ternis mais fixes, ont rencontré les miens. « Tu étais la fille que je ne me suis jamais permis d'avoir », a-t-elle murmuré. « T'accueillir a été la meilleure décision de ma vie. » J'ai avalé difficilement, combattant les larmes qui brouillaient son visage. J'avais attendu des années pour entendre de tels mots. Et maintenant, ils arrivaient alors que le temps était presque écoulé. Elle est décédée dans son sommeil 8 mois plus tard. La maison, autrefois remplie de ses pas et de ses règles, résonnait de vide. J'ai traversé chaque pièce, touchant les meubles qu'elle avait choisis, le piano sur lequel elle avait insisté pour que je pratique, le bureau où elle m'avait pressé de travailler plus dur.
Le deuil et la responsabilité sont arrivés ensemble, l'un lourd de pertes, l'autre m'exigeant de porter ce qu'elle avait laissé derrière elle. Je l'ai enterrée avec la certitude que ma vie ne serait plus jamais indemne de son ombre. Et puis, il y a eu la lettre me convoquant pour entendre son testament. La pièce retenait son souffle tandis que Maître Dubois ajustait ses lunettes et commençait à lire. Sa voix était mesurée, stable, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau. À ma nièce Sélénée Lefebvre. Je lègue la totalité de ma succession, y compris, mais sans s'illimiter, la propriété de la plage de l'Azur, toutes les actions de collection Maison Hugues, et des actifs liquides totalisant 2,5 millions d'euros. Je suis resté figé, les chiffres glissant au-delà de moi, irréels et lourds à la fois. Mes mains tremblaient contre les accoudoirs, non pas de cupidité ou de triomphe, mais du rappel écrasant qu'elle était vraiment partie. Et c'était ce qui restait de sa vie. De l'autre côté de la table, mes parents se sont penchés en avant, leur sourire vacillant. Mon père s'est raclé la gorge. Excusez-moi, Maître Dubois. Il doit y avoir des dispositions pour nous en tant que ses tuteurs légaux. Nous avons des responsabilités dans le guidage de notre fille à travers des questions aussi importantes. Le mot fille m'a piqué. Ma mère a hoché la tête rapidement, posant sa main sur la mienne comme si les 16 dernières années n'avaient jamais existé. Elle est jeune. Ce serait accablant pour n'importe qui. C'est pour cela que nous sommes là. J'ai retiré ma main, mon pouls vif dans mes oreilles. Une partie de moi voulait me lever et crier pour leur rappeler qu'ils avaient renoncé à tout droit de me revendiquer. Mais une autre partie, la fillette de 12 ans qui attendait autrefois à la fenêtre, a hésité, cherchant sur leur visage quelque chose de réel sous les sourires forcés. Dubois a fermé le dossier avec un soin délibéré. Nous allons suspendre cette discussion, a-t-il dit. Les questions de tutelle et de gestion nécessitent l'examen de la documentation complète, que je préparerai pour demain. D'ici là, aucune décision ne sera prise. Mes parents ont échangé un regard, un éclair d'irritation rapidement lissé en hochement de tête poli. Je suis restée silencieuse, la colère se mêlant au doute en moi. Ils étaient revenus au moment exact de la fortune, et pourtant une partie dangereuse de moi se demandait si c'était mon occasion d'entendre les réponses que j'avais tant désirées pendant des années. Cette nuit-là, j'ai accepté de les retrouver pour dîner. Le restaurant était l'un des préférés de Viviane, tout en bois ciré et en élégance discrète. Je l'ai choisi délibérément, espérant que la formalité pourrait maîtriser les émotions. Mes parents étaient déjà assis quand je suis arrivé, mon père se levant rapidement pour tirer ma chaise, ma mère souriant comme si c'était une réunion préparée depuis des années. Pendant les 20 premières minutes, la conversation a oscillé entre les banalités et les silences gênants. Ils ont posé des questions sur mon éducation, mon travail, ma vie avec Viviane. J'ai répondu brièvement, les observant tous les deux, essayant de réconcilier les visages en face de moi avec ceux gravés dans la mémoire de mon enfance. Finalement, les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Nous te devons la vérité », a-t-elle dit, sa voix tremblante. Quand nous sommes partis, nous étions des gens brisés. Les jeux d'argent de ton père avaient tout consumé, et j'étais noyé dans la dépression. Nous nous sommes convaincus que tu serais plus en sécurité avec Viviane. Elle avait l'argent, la stabilité, un avenir que nous ne pouvions pas t'offrir. Mon père a hoché la tête, regardant son assiette. C'était lâche. Je suis sobre depuis 8 ans maintenant. Ta mère a également trouvé de l'aide. Nous avons pensé à te contacter tant de fois, mais la honte nous a fait taire. La douleur dans ma poitrine s'est approfondie un instant. Je les ai presque crus. Je voulais les croire. Je voulais que les années de silence aient une raison au-delà de la négligence. Mais ensuite, la conversation a changé. Mon père a levé son verre, son ton s'adoucissant. Bien sûr, nous sommes stables maintenant. Mais ça n'a pas été facile. L'hypothèque de notre appartement, 70 000 euros, nous pèse toujours, et les factures médicales pour le traitement de ta mère. Sa voix s'est interrompue, attendant. Ma mère a tendu la main pour prendre la mienne, sa prise ferme. Nous ne demandons pas grand-chose. Juste un petit coup de pouce pour nous remettre sur pied. Tu as tellement maintenant, c'est l'aîné. Cela signifierait tout. La chaleur s'est retirée de moi, ne laissant que la clarté. Leurs regrets se muaient trop facilement en requêtes. Leurs excuses s'en mêlaient aux chiffres. J'ai retiré ma main, gardant ma voix calme. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je les ai laissés à table,
le goût de l'amertume plus âpre que la nourriture que j'avais à peine touchée, et je suis sorti dans la nuit, sachant que la lettre de Viviane m'attendait dans le bureau de Maître Dubois. L'après-midi suivant, le bureau de Dubois semblait plus lourd qu'auparavant. Mes parents étaient déjà là, leur avocat assis à côté d'eux. Mais Dubois a ignoré la posture et s'est tourné directement vers moi. D'un tiroir fermé à clé, il a sorti un dossier épais et une enveloppe scellée portant mon nom écrit de l'écriture précise de Viviane. Ceci, a-t-il dit en la faisant glisser, était laissé pour que tu le lises dans des circonstances exactement comme celle-ci. Mes doigts ont tremblé lorsque j'ai brisé le sceau. La voix de Viviane semblait s'élever de la page, nette et stable même dans l'encre. Elle écrivait sur les premiers mois après qu'elle m'ait prise en charge, comment mon père avait exigé 50 000 € pour ne pas contester la tutelle. Comment, des années plus tard, ma mère prétendait avoir besoin d'argent pour des traitements contre le cancer qui n'ont jamais existé. Chaque tentative avait été documentée, examinée, réfutée. Les larmes brouillaient ma vision, mais je me suis forcé à continuer à lire. La lettre révélait la vérité que je n'avais jamais connue à 16 ans. Viviane m'avait légalement adopté. Elle avait choisi de ne pas changer mon nom, espérant que je pourrais un jour me réconcilier avec mes parents. Mais aux yeux de la loi, j'étais la sienne depuis lors. La famille, écrivait-elle, se construit par des soins constants, pas par l'ADN. Le sang peut lier, mais il ne donne pas droit. J'ai plié lentement la lettre, le poids de celle-ci s'installant profondément en moi, la lueur d'espoir que j'avais portée depuis l'enfance, que mes parents pourraient revenir par amour, et non par gain, s'éteignant proprement. Quand j'ai levé les yeux, mes parents me fixaient, leur visage pâle, leur avocat leur chuchotant des choses urgentes à l'oreille. Dubois a fermé le dossier avec finalité. Il semble, a-t-il dit, que l'affaire soit réglée. Et à cet instant, j'ai su que la confrontation finale ne pouvait plus être retardée. Ils sont venus à la villa au crépuscule, leur voiture de location crissant sur l'allée de gravier comme s'ils avaient le droit d'arriver sans prévenir. J'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer leur passage. Mais ma mère s'est faufilée, ses yeux parcourant avec avidité les hauts plafonds et la vue sur l'océan. Mon père l'a suivi, sa voix montant déjà. « Tu ne peux pas nous fermer la porte, c'est l'aîné. Nous sommes toujours tes parents, a-t-il dit, ces mots tranchants de colère plutôt que d'amour. Je suis resté campé sur mes positions. Vous m'avez abandonné. Viviane m'a élevé. Elle est ma mère. Un moment, le silence a pesé entre nous, brisé seulement par le fracas des vagues au dehors. Puis les menaces ont commencé. Des rumeurs qu'ils pouvaient répandre, des histoires qu'ils pouvaient raconter, leur voix montant avec le désespoir. Je n'ai pas bronché. Dubois avait tout préparé, des ordonnances restrictives aux caméras de sécurité. En quelques minutes, 2 agents sont apparus à la porte, leur présence transformant la fureur de mes parents en une retraite, masquée par l'indignation tandis que la patrouille les emmenait. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. La jeune fille qui attendait autrefois à une fenêtre leur retour était partie. Ce qui restait était la femme que Viviane avait façonnée, stable, inébranlable, refusant d'être réclamée par ceux qui m'avaient livré. Des mois plus tard, les papiers ont été signés, établissant la fondation Hugues pour les enfants délaissés. Avec chaque bourse accordée, chaque foyer construit, je sentais la présence de Viviane à mes côtés. Elle m'avait donné plus que de la richesse. Elle m'avait donné la carte pour devenir.